Bonjour à tous, je n'aurais pas pensé pouvoir dire ça, mais vous avez été assez nombreux à demander la partie 2 du tuto technique sur les hémagrammes, avec désormais 500 abonnés sur la chaîne et de nombreux commentaires positifs. Il est bien normal que je vous remercie en diffusant ce second épisode. Il va sans dire que le visionnage du premier épisode est un prérequis pour la bonne compréhension de cette vidéo. C'est parti! Voyons ensemble tout d'abord la notion d'ascendance forcée. Nous retrouvons notre hémagramme avec notre courbe d'état, notre courbe du point de rosée, on a laissé pour le moment pour simplifier la courbe bleue de côté. On prend toujours la particule qui part du sol, donc avec la température de la courbe d'état au sol, à 0 m d'altitude. Et par contre, cette fois, on a une courbe d'état qui est plutôt stable sur la couche 0 à 1000 mètres, puisque quand on trace le trajet de la particule, on se retrouve à gauche de la courbe d'état, ce qui signifie que la particule est plus froide que son environnement, donc la force de flottabilité, la poussée d'Archimède, l'entraîne vers le bas et résiste à sa montée. Donc il n'y a pas vraiment de raison pour qu'elle réussisse à monter. Par contre, si elle arrive à passer au-dessus de 1000 mètres, et bien là, elle va se retrouver à droite de la courbe d'état, donc plus chaude que son environnement, et cette fois-ci, la force de poussée d'Archimède va l'entraîner vers le haut, et elle sera alors libre de monter jusqu'à de nouveau croiser la courbe d'état. Donc il y a une couche à passer entre 0 et 1000 mètres pour que des ascendances se forment. En réalité, plusieurs phénomènes vont pouvoir forcer l'ascendance de la particule entre 0 et 1000 mètres, malgré l'aspect thermique qui n'est vraiment pas en faveur de cette ascendance. On peut d'abord considérer un forçage dit orographique, c'est-à-dire à cause du relief. Si notre particule d'air est prise dans un flux d'air, donc dans un vent, qui va arriver contre une colline de 1000 mètres d'altitude, disons, eh bien la particule va buter contre le relief et va, à cause du vent, monter le long de ce relief, malgré le fait qu'elle soit plus froide que son environnement. L'ascendance va être forcée. Une fois qu'on va arriver à 1000 mètres d'altitude, là il n'y aura plus de colline pour forcer l'ascendance, mais on va réussir à avoir une ascendance libre, puisque on sera dans la couche qui est devenue instable. De la convergence de surface, comme dans le cas d'un front de brise à la Réunion, je vous mets la petite vidéo qui en parle en haut à droite, peut également jouer ce rôle de forçage qui va permettre à la particule d'atteindre une altitude où elle pourra ensuite monter toute seule. On va désormais pouvoir parler ensemble d'énergie convective. Sur cet exemple qui montre un profil vertical plutôt instable, on va désormais se focaliser sur l'écart entre la courbe d'état et le trajet de la particule qui représente l'écart de température entre la particule et son environnement. Tant que celle-ci est sur la partie adiabatique sèche de son trajet, donc tant qu'on est dans du thermique sous le nuage, eh bien la particule aura une température seulement supérieure d'1 degré par rapport à son environnement. Donc la force de flottabilité qui va l'entraîner vers le haut sera plutôt faible. La particule montera alors plutôt lentement. Par contre, parvenue à saturation, l'écart de température entre la particule et son environnement va grandir de façon beaucoup plus importante que précédemment. On s'attend donc à avoir une force de flottabilité qui va être d'autant plus forte et une vitesse ascendante qui va augmenter. Ce phénomène est observé de façon régulière par les libéristes quand ils sont en bordure de nuages. Le variomètre a tendance à s'emballer, signe que la vitesse ascendante augmente. En résumé, l'écart entre la courbe d'état et la particule est proportionnel à la vitesse de l'ascendance. Si on s'amuse à cumuler toutes ces valeurs d'écart sur la verticale, soit en considérant l'air de la zone en rouge sur la figure, on a alors une estimation de l'énergie cinétique que la particule a acquis lors de sa montée. On appelle cette énergie cinétique l'énergie convective potentiellement disponible, ou CAPE, qui est l'acronyme anglais. Pourquoi seulement potentiellement disponible ? Eh bien c'est parce que dans notre exemple où on a une couche stable entre 0 et 1000 mètres, on a de la CAPE ici en rouge. Mais rien ne dit que la particule aura le coup de pouce suffisant pour franchir la barrière des 1000 mètres et ensuite exploiter cette énergie. C'est un petit peu comme cet exemple de la bille, il faut qu'on ait un petit coup de pouce pour que la bille franchisse le petit obstacle et ensuite réussisse à descendre et à utiliser son énergie potentielle pour accélérer vers le bas. Inversement,
L'air de la zone en bleu ici représente l'énergie que l'on devra fournir à la particule pour que celle-ci atteigne son niveau de convection libre. C'est donc une quantification de la force à fournir pour lancer l'ascendance. Cet air en bleu quantifie la hauteur de la barrière énergétique qui inhibe la convection. Elle est appelée sin. C'est la quantification de la force à fournir pour amener la bille sur le point de basculement. Ici, on voit qu'elle est plutôt étroite, donc plutôt faible. Il suffira donc d'une petite étincelle pour réussir à exploiter toute la cape. Donc l'hémagramme, c'est un diagramme énergie masse d'air. Énorme! Pour terminer, voyons ensemble une application pratique qui illustre l'utilité de la cape et de la sin dans la prévision de la convection. Dans cet exemple, l'atmosphère est instable sur toute sa verticale, aucun besoin d'avoir un petit forçage en surface. Il y aura formation d'orage. Cependant, la cape associée est plutôt modérée. Les vitesses ascendantes ne devraient pas être trop importantes. Imaginons maintenant qu'une masse d'air plus froide arrive au-dessus des 3000 mètres. Le profil vertical va désormais ressembler à ça. La cape est bien plus importante. Les vitesses ascendantes seront donc bien plus violentes. Elles peuvent potentiellement maintenir des gouttes d'eau surgelées en lévitation par exemple, et permettre la formation de grêlons. Ainsi, la cape est un paramètre qui quantifie la sévérité de la convection. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a une cape importante qu'on aura des orages. Dans ce dernier exemple, malgré une cape assez importante, on voit que la sin est également importante, et donc il faudra fournir un forçage de surface très important pour que la particule réussisse à franchir cette barrière et à exploiter la cape. Si on regarde juste la valeur de cape, on a l'impression qu'il pourrait y avoir des orages, mais en fait, tant qu'il n'y aura pas de forçage plus important que ça, il ne se passera strictement rien. Pour retrouver ces paramètres sur les sites de mise à disposition des données météo, comme par exemple Météo Ciel, on va aller voir sur le modèle WRF 2 km, donc qui est un modèle à maille fine américain qui tourne sur la France, et on retrouve ici sous l'onglet instabilité tous les paramètres dont on a parlé à l'instant. Donc il y a deux types de cape ici, je ne vais pas épiloguer, c'est plutôt la première dont on a parlé dans cette vidéo, la cape qui est surface based, donc pour la particule qui part de la surface, et on va aller voir ce que ça donne, et on a aussi également la sin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces explications ont été claires et pas trop techniques. Si vous avez des interrogations sur des points particuliers, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. D'ici là, bon vent!